Nous sommes le 24 novembre 1946 à Burlington aux États-Unis où la situation est déjà un peu particulière. Eleanor Louise Cowell, âgée alors de 29 ans, accouche de Theodore alors qu'elle n'est pas mariée. À l'époque, avoir un enfant illégitime est porteur d'opprobre sur la famille, de plus l'identité du père est un peu incertaine. Il pourrait être un vendeur du coin, un marin de passage ou même le père d'Eleanor, Samuel Netch Cowell, qui avait tendance à abuser d'elle. Ne voulant pas se faire mal voir par son entourage, les grands-parents de Theodore vont le faire passer pour leur propre fils et Eleanor pour sa grande sœur. De plus, pour ne pas arranger les choses, le grand-père de Theodore n'est pas quelqu'un de tendre. Il a été décrit par plusieurs personnes comme étant une véritable brute, tyrannique et sectaire, profondément raciste envers la communauté noire, les juifs, les catholiques et les italiens. Il battait aussi souvent sa femme, ses filles et même le chien de la famille. Il s'amusait aussi à lancer les chats du voisinage en les faisant tournoyer par la queue. Pour vous décrire un petit peu le personnage, un jour il poussa sa fille dans les escaliers alors qu'elle s'était levée un peu trop tard à son goût. Et pour finir, il a souvent été aperçu en train de parler à voix haute à des présences invisibles. Et comme je le disais plus tôt, il avait tendance à abuser de ses filles, dont la mère de Ted, Eleanor. Sa femme Eleanor Miriam Longstreet était une femme très timide et obéissante qui n'opposait jamais de résistance à son mari. Elle se soumettait à de l'électroconvulsivothérapie qui consiste à placer des électrodes de part et d'autre du crâne et de faire circuler un courant électrique, provoquant alors une brève convulsion qui pouvait durer de 20 à 90 secondes. Ce genre de traitement est administré aux personnes souffrant de dépression sévère et résistantes aux traitements pharmacologiques. Comme vous pouvez le constater, le cadre de vie du petit Théodore n'est pas idéal et il va vite en montrer les premiers signes. Julia, la tante de Théodore, se souvient d'un jour où elle s'est réveillée d'une sieste avec tous les couteaux de la cuisine posés autour d'elle et le petit Théodore rigolant dans un coin. En 1950, sous le conseil d'autres membres de la famille, Eleanor va décider de partir très loin. Elle prend alors son fils Théodore et va vivre avec ses cousins à Tacoma dans la banlieue sud de Seattle. En 1951, Eleanor rencontra un cuisinier d'hôpital du nom de Johnny Culpeper Bundy. Ils se marièrent très vite et eurent 4 autres enfants. Johnny eut la bonté d'adopter Théodore qui alors prit son nom de famille. Le fils illégitime d'Eleanor devint alors Theodore Robert Bundy. Johnny a été un très bon père pour Ted, il a toujours essayé de l'intégrer à la famille et surtout de ne pas le laisser de côté par rapport aux autres enfants. Seulement Ted se montrait très réfractaire envers Johnny, il ne l'aimait pas beaucoup car il trouvait qu'il était un peu bête et ne gagnait pas beaucoup d'argent. Nous avons différents témoignages quant à l'adolescence de Ted, et ce pour une bonne raison, c'est qu'il raconte des choses différentes aux journalistes qu'il rencontre. Alain, il va raconter qu'il vagabondait dans les rues en fouillant les poubelles à la recherche de photos de femmes nues. À un autre, il dira qu'il s'intéressait aux magazines détectives avec des crimes sexuels, et c'était encore plus intéressant quand il y avait des photos avec. Ou alors qu'il consommait beaucoup d'alcool et qu'il recherchait des maisons avec des fenêtres sans rideaux afin d'espionner les habitants. Un point important, c'est qu'il commençait déjà à se sentir différent des autres ados de son âge. Il déclare qu'il ne comprenait pas vraiment les relations humaines, il se faisait des amis par mimétisme, mais il savait pas trop pourquoi. Mais il avait tout de même un passe-temps qu'il appréciait plutôt bien, le ski. Il pratiquait cette discipline avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec du matériel volé. On pourrait croire que cette information est anodine, mais en fait elle a une petite importance, on y reviendra plus tard. C'est aussi durant cette période qu'il commença à commettre des petits délits. On sait par exemple qu'il a été au moins 2 fois arrêté pour des cambriolages, mais comme la loi le dicte, ces délits ont été effacés de son casier à ses 18 ans. Ted rentre à l'université de Washington en 1965 pour y apprendre le chinois. Durant cette période, il a sa première véritable petite amie, Diane Edwards. Ted va la placer sur un piédestal, il se considérait comme pas assez bien pour une fille comme elle et il va toujours chercher à l'impressionner. En 1968, il va quitter l'université et il va voyager de petit boulot en petit boulot avec des salaires très minimes. C'est aussi à ce moment-là qu'il va s'engager politiquement. Il va être bénévole au bureau de campagne présidentielle de Nelson Rockefeller, candidat du parti républicain. La relation avec Diane se dégrade de plus en plus. Elle trouve que Ted manque d'ambition et qu'il est un peu immature. Alors inévitablement, Diane va quitter Théodore et c'est ce point-là qui va marquer le début de son développement. Ted va très mal vivre cette rupture et il va chercher à se venger en quelque sorte. Il va tout faire pour prouver à Diane qu'elle s'est trompée sur lui et qu'il est capable de réussir sa vie. Une année s'écoule, nous sommes donc en 1969 et Ted va rencontrer le grand amour de sa vie, Elizabeth Klopfer. Elizabeth est une jeune mère célibataire qui a déjà eu affaire à un criminel, le père de sa fille, Molly. Évidemment, quand elle apprend que le père de sa fille est un criminel, elle le quitte et déménage à Seattle. Peu de temps après, elle va rencontrer un certain Ted Bundy, un homme doux, aimant, capable de s'occuper de sa fille, un parfait mari. Pour que sa rupture avec Diane ne se répète pas, il va tout faire pour être l'homme parfait. Milieu 1970, il va se réinscrire à l'université de Washington, seulement cette fois pour y étudier la psychologie. Il devient rapidement un élève brillant et très apprécié de ses professeurs. En parallèle de ça, il va accepter un job dans un centre d'assistance suicide, où il va y rencontrer Anne Rule, ancienne policière et future biographe de Ted. Elle va d'ailleurs le décrire comme quelqu'un de gentil, attentionné et très empathique. En 1973, Ted va reprendre contact avec Diane Edwards, son
son ancienne petite amie qui va retomber sous le charme. Maintenant que c'est devenu quelqu'un, comment résister? Ted a donc deux relations amoureuses en même temps, une avec Elizabeth et une avec Diane. Mais il ne va pas rester dans cette situation très longtemps, puisqu'en janvier 1974, il va subitement quitter Diane, sans donner aucune explication. Il expliquera plus tard qu'il voulait simplement voir s'il pouvait séduire n'importe qui jusqu'à l'épouser. Mais cette rupture soudaine va tout de même avoir un impact sur Ted, car il ne vient plus en cours, alors que de jeunes étudiantes commencent à disparaître. Lors de ses nombreuses interviews, Ted va tenter de brouiller les pistes. Il raconte des histoires différentes à différents journalistes. À l'un, il va raconter qu'il a tenté d'enlever quelqu'un en 1969 sans jamais tuer personne jusqu'en 1971. À un autre, il déclare avoir tué 2 personnes en 1969 et parle d'un autre meurtre en 1972 sans donner de détails. De plus, la chanteuse Debbie Harry affirme lui avoir échappé en 1972. Cependant, Anne Rule pense que Ted a commencé à tuer bien plus tôt que ça, pendant son adolescence. Le 30 août 1961, Anne-Marie Burr et sa petite sœur dorment toutes les deux dans une chambre qu'elle partage. La petite sœur d'Anne se remet tout doucement d'une fracture du bras et se plaint souvent la nuit de souffrir. Anne va donc réveiller sa mère pour que celle-ci vienne réconforter sa petite sœur. Et ce ne sera que vers 5h30 du matin que la famille remarquera qu'Anne avait disparu. Des années plus tard, on s'est rendu compte que Ted habitait à proximité du domicile des Burr et qu'il livrait des journaux dans le quartier quand il avait 14 ans. De plus, les inspecteurs de l'époque ont trouvé une empreinte de chaussure qui pouvait faire penser à une semelle d'adolescent. Beaucoup d'éléments qui écartent les coïncidences. À l'heure où je vous parle, Anne-Marie Burr est toujours portée disparue. Nous ne sommes donc pas certains de savoir quand ont commencé les activités macabres de Ted. Mais le premier crime documenté date de janvier 1974. Le 4 janvier 1974, Ted rentre dans la chambre située en sous-sol de Karen Sparks, l'approche et l'assomme avec un tuyau en métal avant de l'agresser sexuellement avec un spéculum, ce qui va lui provoquer des blessures internes et des séquelles permanentes au cerveau. Un mois plus tard, il entre par effraction dans la chambre de Linda Ann Healy, puis là-bas jusqu'à l'inconscience. Il habille ensuite de bottes et d'une blouse blanche avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Des étudiantes continuent de disparaître au rythme d'une par mois. En mars, Donna Manson quitte son dortoir pour se rendre à un concert de jazz et n'y reviendra jamais. En avril, Suzanne Rancourt disparaît alors qu'elle se rendait au cinéma. Dans la foulée, 2 étudiantes se rendent à la police pour signaler qu'un homme avec un bras en écharpe leur a demandé de l'aide pour transporter une pile de livres jusqu'à sa Volkswagen coccinelle couleur beige. En mai, Roberta Parks va prendre un café avec des amis mais n'y parviendra jamais. Les disparitions s'accumulent et les indices sont maigres. Les victimes n'ont quasiment rien en commun hormis qu'elles sont jeunes, étudiantes et attirantes. Les enquêteurs commencent à s'inquiéter, on ne sait presque rien sur le kidnappeur. On sait juste qu'il se présente sous le nom de Ted et que c'est un homme qui présente des difficultés à porter quelque chose jusqu'à sa voiture, une coccinelle beige, en raison d'un bras en écharpe ou de béquilles. Des corps sont retrouvés dans des endroits très reculés, certaines sont complètement décomposées, certaines sans tête, certaines avec tête et très fraîches, mais présentant des viols post-mortem. Et oui, le tueur était nécrophile. En parallèle de tout ça, Ted vit sa petite vie. Il va être embauché au ministère des services d'urgence où il va rencontrer Carol Ann Boone, une mère célibataire de 2 enfants qui aura une assez grosse importance dans quelques années. La police réussit, grâce aux différents témoignages, à établir un portrait robot et il le diffuse dans absolument tous les médias, les prospectus, la télévision et les journaux. Et il y en a une qui va tiquer en voyant le portrait du tueur à la télé, la femme de Ted, Elizabeth Klopfer. Elizabeth va appeler la police pour leur faire part de ses doutes, mais celle-ci est débordée par les appels et ils vont pas forcément prêter attention à un Ted Bundy. Ils vont juste noter son nom dans un coin. En août 1974, Ted déménage à Salt Lake City pour intégrer l'université de l'Utah en laissant Elizabeth seule à Seattle. Évidemment, quelques temps après son arrivée, nouvelle vague de disparition. Et Ted va faire sa première grosse erreur. En novembre 1974, il va tenter de kidnapper une opératrice téléphonique de 18 ans appelée Carol Daronk, en se présentant comme un agent des forces de police du nom de Roseland. Il va dire à Carol que quelqu'un a tenté de voler sa voiture et qu'il a besoin qu'elle vienne avec elle jusqu'au poste de police pour le recueil de sa plainte. Carol consent à le suivre dans sa voiture, mais elle comprend très vite que ce n'est pas le chemin du poste de police. Quand elle dit ça à l'agent Roseland, celui-ci s'arrête directement sur le bord de la route et tente de la menotter. Seulement dans la lutte, il se confond et menotte 2 fois le même poignet, ce qui va permettre à Carol de s'enfuir. Elisabeth de son côté va entendre parler de cette nouvelle vague de disparition et va très vite faire le lien. Son conjoint qui ressemble fortement à un portrait robot diffusé par la police, plus des nouvelles disparitions alors qu'il vient à peine de partir. Elle a le nez fin, la petite Elisabeth. Alors bien sûr, elle va une nouvelle fois appeler la police qui cette fois-ci ne va pas l'ignorer. À Washington, les enquêteurs vont commencer à innover dans leur technique d'enquête. Ils vont simplement compiler les données qu'ils ont. Alors oui, aujourd'hui ça peut paraître des techniques d'investigation basiques, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Ils vont chercher tous les propriétaires de Volkswagen coccinelle beige qui pourraient avoir comme diminutif le nom de Ted. Et de surcroît, ceux qui sont déjà connus de la justice. Et des milliers de noms au départ, ressort 26 noms, dont celui de Theodore Robert Bundy.
Nous sommes le 16 août 1975 dans la petite ville de Granger, juste à côté de Salt Lake City, quand le sergent Robert Hayward aperçoit une coccinelle de couleur beige faire des tours du quartier résidentiel. Le sergent décide de contrôler ce véhicule, mais le conducteur refuse et commence à accélérer. Bien sûr, la course-poursuite n'a pas été très longue, on parle quand même d'une coccinelle de 68. L'officier va placer Ted en garde à vue pour le refus d'obtempérer et fouiller l'intérieur du véhicule pour y trouver des objets un peu suspects. Des menottes, un masque de ski, un pied de biche, des sacs poubelles, des cordes et un pic à glace. La défense de Ted, ça va être que le masque, c'est pour faire du ski et que les autres objets, c'est juste des objets du quotidien. Des menottes. Objet banal, sérieusement. Mais les policiers ne sont pas dupes. Même si les objets font plus penser à des cambriolages qu'à des meurtres, il faut qu'ils en aient le cœur net. Ils vont donc faire une perquisition dans le domicile de Ted, mais ils vont rien y trouver. D'ailleurs, plus tard, il va se moquer de ses policiers car il explique qu'ils sont passés à côté d'une collection de Polaroid de ses précédentes victimes. Mais comme ils n'ont pas plus de preuves, ils sont contraints de le relâcher. Seulement, le bonhomme est bizarre quand même, donc on va le mettre sous surveillance et on va se rendre à Seattle histoire d'interroger sa petite amie, Elizabeth Klopfer. Et la conversation va être très intéressante. Elizabeth va déclarer qu'un an avant le départ de Ted, elle a trouvé un sac rempli de plâtre pour les bras et les jambes, une paire de béquilles et un couperet qu'elle dit n'avoir jamais vu dans la cuisine. Il y avait aussi des gants chirurgicaux et des vêtements pour femmes. Ted avait aussi un comportement étrange. Il était très souvent endetté mais revenait toujours avec des objets de valeur. Un jour, Elizabeth va l'interroger sur un poste de télé flambant neuf, mais Ted va simplement s'énerver en lui rétorquant « Si t'en parles à quelqu'un, je te tords le cou ». Il pouvait aussi par exemple se montrer très contrarié quand elle voulait changer de coiffure. Le détail important, c'est qu'Elizabeth a les cheveux longs avec une raie au milieu comme certaines étudiantes disparues dans ces années-là. Parfois, elle se réveillait en plein milieu de la nuit pour trouver Ted sous les draps, complètement nu, en train d'inspecter le moindre recoin de son corps avec une lampe torche. Un comportement bien plus qu'étrange. Et justement, après ces déclarations, la police va décider de passer au peigne fin le véhicule de Ted, et ils vont y trouver des mèches appartenant à certaines femmes disparues. Ted est immédiatement placé en garde à vue le 2 octobre 1975. La police va organiser un tapissage avec d'un côté plusieurs hommes dont Ted Bundy, et de l'autre, Carol Daronche, la victime de sa tentative d'enlèvement. Et Carol reconnaît formellement Ted comme étant l'agent Roseland, celui qui a tenté de la kidnapper. Ted va être relâché sous caution, mais sous étroite surveillance. Il dira même que la moindre course qu'il allait faire déclenchait une escouade entière de voitures banalisées. Le procès pour la tentative d'enlèvement va se dérouler le 23 février 1976 et Ted va être condamné à une peine de prison, encore indéterminée, mais pouvant aller jusqu'à 15 ans. Immédiatement incarcéré, le juge va aussi lui ordonner quelques séances chez le psy, et les décisions seront accablantes. Ted Bundy est quelqu'un de dangereux pour la société. En 1977, alors que Ted purge sa peine, la police va réussir à le raccorder à un meurtre dans le Colorado. Pour faire face à cette accusation, Ted sera extradé à la prison d'Aspen. Dans sa folie, Ted va se montrer très contrarié d'être considéré comme un prisonnier lambda. Alors il va se concentrer lui-même sur sa défense en se faisant lui-même son propre avocat. Il va étudier le droit et préparer sa défense à la bibliothèque du tribunal. Mais il va surtout réfléchir à autre chose, sa fuite. Ted va passer son temps à courir à l'intérieur de sa petite cellule, à changer de vêtements très rapidement et à habituer ses jambes à subir des chocs en sautant du haut de son lit. Puis, le jour de son procès, juste avant qu'il ne commence, Ted profita d'une dernière séance d'études pour sauter de la fenêtre du tribunal avant de partir en courant. Cependant, ce fut de très courte durée puisqu'il sera de nouveau arrêté 7 jours plus tard. Mais Ted ne veut pas croupir en prison et il va de nouveau s'échapper quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, il va changer de technique. Ted s'est tellement affamé qu'il atterrit à 46 kg et réussit à s'échapper en creusant une trappe dans son plafond de cellule. Seulement, bien que Ted semble doué pour s'échapper, il n'est pas très bon pour la cavale. 46 jours seulement après son évasion, il va de nouveau se faire arrêter à Pensacola, en Floride. Mais la police ne sait pas encore qu'il s'agit de Theodore Robert Bundy, l'homme le plus recherché des États-Unis. Évidemment, il va être reconnu et inculpé définitivement. Un nouveau procès aura lieu le 24 juillet 1979 pour 2 meurtres. En effet, dans la nuit du 14 janvier 1978, un homme est aperçu par Nita Neary en train de quitter discrètement la sororité de Chi Omega, cagoulé et armé d'un gourdin. Après s'être assuré que le danger était écarté, Nita va rentrer dans la résidence et y découvrir une première étudiante titubant et couverte de sang. Nita décide de réveiller toutes les étudiantes, mais elle va découvrir que sa camarade de chambre est inconsciente avec le crâne fracturé. Les policiers arrivent sur place et ils découvrent le corps de 2 nouvelles victimes. Lisa Levy et Margaret Bowman sont mortes dans leur lit et n'ont pas eu le temps de réagir à leur agression. Et les constatations du légiste sont formelles, les 2 femmes ont été étranglées. De plus, le tueur semble s'être acharné sur Lisa qui présente des traces de viol, de morsures au niveau d'une fesse et d'un sein. Lors du procès, il y aura alors comme chef d'accusation 2 meurtres, 3 tentatives et 2 cambriolages. Et cette fois-ci, les preuves sont plutôt solides. Il y a même un témoignage de la part de Carol Daronche qui a déjà aidé Ted à être condamné. Puis les scientifiques vont apporter une preuve qui est difficile à expliquer qu'autrement, une trace de morsure sur les fesses de Lisa Levy. Et devinez à quelle dent cette morsure correspond ?
Ted Bundy. Si un jour vous devenez tueur en série, évitez de laisser des preuves aussi accablantes. À la fin du procès, le juge prononça des paroles quelque peu troublantes à l'égard de Ted, relatant du trouble qu'il ressentait. En face de lui, il y avait un psychopathe, un véritable monstre mais doué d'une intelligence remarquable et avec un naturel certain pour le droit. Pour ces 2 meurtres, Ted sera condamné 2 fois. J'ai toujours trouvé ça étrange de condamner plusieurs fois quelqu'un à mort. Tu peux tuer quelqu'un une fois, mais 2. Le 7 janvier 1980, un dernier procès a été ouvert pour le meurtre de Kimberly Leach, une adolescente de 12 ans qui a disparu en 1978 et dont le corps a été retrouvé momifié. Ce procès a fortement été médiatisé et diffusé à la télévision. De nombreuses jeunes femmes sont venues y assister et beaucoup d'entre elles ne croyaient pas Ted coupable. D'après elles, il était bien trop beau garçon pour être un tueur sanguinaire. Pendant le procès, il fit même un coup d'éclat en demandant la main de Carol Ann Boone qui accepta, convaincue de son innocence. Ce qui est important de noter, c'est que Ted clame son innocence depuis sa toute première condamnation. Même si toutes les preuves sont contre lui, il est juste victime du système. Alors que des analyses ADN ont prouvé le contraire et que des relevés dentaires ont été effectués, il clame son innocence. Mais encore une fois, les preuves étaient trop accablantes et Ted fut une nouvelle fois condamné à mort. Nous en sommes donc à 3 condamnations à mort, tout est normal en Amérique. Ted est alors placé dans le couloir de la mort et il va se passer encore quelques petits événements. D'abord, Carol va souvent lui rendre visite et ils vont avoir ensemble ce qu'on appelle un bébé parloir, une charmante petite fille qu'ils appelleront Rose. En 1986, Carol divorce de Ted. Elle qui croyait dur comme fer qu'il était innocent, se voit horrifiée d'apprendre que celui-ci commence à avouer quelques meurtres. De plus, des rumeurs disent que Ted a une aventure avec une avocate de la défense, Diana Weiner, qui ressemblait beaucoup à certaines de ses victimes. 17 heures avant son exécution, Ted accepta enfin d'avouer. Au total, il va avouer une trentaine de meurtres, mais la police va lui en attribuer seulement une vingtaine. Il essaya de se trouver plusieurs excuses et que ses pulsions sexuelles étaient dues à la pornographie et qu'elle assouvissait certains de ses désirs mais pas suffisantes pour tout, comme par exemple la nécrophilie. En parlant de ça, voici un détail particulièrement répugnant. Ted va avouer à la police qu'il revenait sur les lieux d'abandon des corps pour les agresser sexuellement, parfois même jusqu'à l'impossibilité due à la décomposition des corps. En 1982, l'État de Washington est de nouveau en proie à la terreur car un nouveau tueur en série est apparu. Et celui-ci est bien plus prolifique que Ted Bundy. Ted qui plafonne à environ 30 victimes, le tueur de la Green River en est à 90 au maximum à son compteur. Comme souvent, les enquêteurs pataugent un peu et c'est en 1984 qu'ils vont recevoir une lettre de la prison d'État de Floride d'un certain Ted Bundy. Ted va proposer son aide aux enquêteurs car il se considère comme un expert en la matière. Il va donc les aider à dresser le portrait du tueur, le pourquoi du comment il commet ses meurtres et ses éventuels penchants pour la nécrophilie. Et en partie grâce à l'aide de Ted, les enquêteurs vont réussir à identifier le tueur de la Green River, Gary Ridgway. On en fera peut-être une vidéo un de ces jours. Le 24 janvier 1989, Theodore Robert Bundy est exécuté sur la chaise électrique dans la prison d'État de Floride. Selon son souhait, ses cendres seront versées dans la chaîne des Cascades, là où reposent plusieurs de ses victimes. Le cas de Ted Bundy a été un véritable choc pour les États-Unis. D'ordinaire, les tueurs en série sont des marginaux, victimes de troubles mentaux, et Ted était l'exact opposé. Il était décrit comme quelqu'un d'agréable, sympathique et toujours prêt à aider son entourage. Alors quand on sait ce dont a été capable un homme qui avait tout pour réussir, on se demande si son voisin ne pourrait pas en faire autant. Encore aujourd'hui, nous entendons parler du Lady Killer. Je suis sûr que certains d'entre vous sont fans de tous ces documentaires sur les tueurs qu'on peut trouver sur Netflix par exemple. Pour ma part, je vais évidemment vous conseiller un film. Extremely Weak, Shockingly Evil and Vile, sorti en 2019, met en scène l'histoire de Ted Bundy, incarné par Zac Efron, sur comment il paraissait comme quelqu'un d'anodin, comment il réussissait à berner tout le monde tout en commettant les plus effroyables des meurtres. Le film est disponible sur Netflix et personnellement je l'ai beaucoup aimé et les amateurs de suspense en penseront certainement autant. On n'en parle pas plus, on n'est pas là pour parler de cinéma, je voulais simplement vous diriger vers un bon film à regarder. L'histoire de Ted Bundy nous enseigne une chose, c'est que n'importe lequel d'entre nous peut garder un lourd secret. Il n'est pas forcément nécessaire que ce soit un tueur en série ou quelque chose qui s'en approche, mais je vous conseillerais quand même de bien regarder votre entourage. N'avez-vous jamais remarqué un comportement suspect chez votre voisin, un ami ou même votre compagnon? Ne trouvez-vous pas ça étrange, cette personne qui a toujours une explication à tout, même quand ça semble tiré par les cheveux? Observez, écoutez et surtout, ne soyez pas naïfs.